Ma première question serait tout simplement de te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, peut-être ton parcours académique pour que les gens en sachent un peu plus sur toi. Alors moi j'ai un parcours STAPS classique, hein. J'ai commencé mes études avec un bac S scientifique, option biologie. Et puis après, ben, j'ai toujours été fan de sport, donc j'ai beaucoup pratiqué quand j'étais plus jeune, hein, notamment la natation. Donc j'ai passé mon brevet d'état. En France, c'est de Bézanne, hein, donc éducateur sportif en natation. Et ensuite, j'ai toujours voulu associer ben, la physiologie au sport. Et donc, ça m'a amené au fil du temps, notamment dans mon parcours STAPS, à vouloir comprendre les mécanismes, notamment physiologiques, euh, qui sont à l'origine de la performance sportive, notamment chez les athlètes. Et je me suis intéressé voilà, à l'enfant il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant, hein. Donc j'ai fait un parcours académique classique, hein, un DUG et une licence, donc qui revient à la licence d'aujourd'hui, avec une option entraînement sportif. Et puis après, j'ai fait une maîtrise et un DEA sport et performance qui correspond au master EOPS en France, hein, entraînement et optimisation de la performance sportive. Et puis après, j'ai fait un doctorat d'université, une thèse sur la physiologie de l'enfant. Voilà. Et après, j'ai fait des post-doctorats en France, en Angleterre, en Australie. Donc j'ai pas mal bougé. Et puis, je suis maître de conférence universitaire depuis 2004 à l'UFR STAPS de Clermont-Ferrand. Et maintenant, au-delà voilà, de produire de la connaissance scientifique, j'essaie de la vulgariser et de la mettre au service des milieux sportifs, éducatifs et médicaux. Voilà, donc je travaille avec beaucoup de fédérations françaises sportives actuellement pour essayer voilà, d'amener mon expérience, mes connaissances dans l'optimisation de la performance chez le jeune. Voilà, pour faire un bref résumé. Et du coup, ben, c'est évidemment cette thématique-là qu'on va aborder aujourd'hui, donc la préparation physique chez le jeune sportif. D'abord, ma première question, ce serait quelles sont les principales différences entre justement le jeune sportif et le sportif adulte? Alors, ben, le jeune, en fait, il est ben, comme tout individu, en tout cas, tout athlète a ses propres particularités, ses propres spécificités. Et alors, on peut les reprendre, hein, c'est des particularités d'ordre physiologique, psychologique, biomécanique, anthropométrique. Mais l'enfant, lui, il a, en plus de l'adulte, en fait, c'est un être qui est en perpétuelle évolution, hein, perpétuel développement. Et donc, il subit la croissance et la maturation. Et la croissance, elle se traduit par l'augmentation des dimensions corporelles d'un organe, d'un tissu. Donc, c'est un phénomène qui est quantitatif, qui est facilement observable, mesurable. Maintenant, la maturation, c'est un phénomène qualitatif qui se traduit par la progression de la fonction d'un système biologique, par exemple, d'un organe, d'un tissu. Et parmi les systèmes biologiques, tu as le système nerveux central, tu as le système hormonal, enfin, tu as beaucoup de systèmes biologiques, hein. Mais le problème, lorsqu'on s'intéresse à l'enfant, c'est que il grandit à des vitesses de croissance qui diffèrent dans le temps, et donc on se doit vraiment de caractériser ces stades de maturation et de croissance pour le conduire et optimiser sa performance sur du long terme. Donc en fait, au-delà des spécificités d'entraînement voilà, que l'on connaît, hein, qui sont basées sur le principe de la surcharge, de la progression, de la spécificité et autres, ben, on se doit, dans l'équation finalement, de considérer la croissance et la maturation si on veut vraiment optimiser, adapter le contenu d'entraînement aux particularités propres de l'enfant. Mais du coup, il faudrait encore, déjà chez l'adulte, on essaye, enfin, l'idéal c'est d'individualiser la prépa physique, mais du coup, chez l'enfant, c'est encore plus important de le faire parce qu'on pourrait avoir une équipe de jeunes, de, je sais pas, 10 ans, mais qui n'ont pas du tout la même maturation biologique. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait adapter les exercices qu'on leur propose en fonction de leur maturation.
Ouais, de toute façon, il faut adapter le contenu d'entraînement à chaque individu, à chaque athlète. Il faut pouvoir calibrer la charge de travail voilà, en tenant compte des capacités physiques, des aspirations aussi individuelles. Donc, mais l'enfant, oui, il faut encore plus le faire parce que l'enfant a, encore une fois, il a ses propres capacités du moment. Euh, il a, euh, il a aussi ses aspirations aussi du moment, donc il faut aussi tenir compte de tout cela pour essayer de programmer, mais plutôt sur du long terme et non pas sur du court terme. C'est-à-dire que chez l'adulte, on peut se permettre éventuellement de programmer sur du court, du moyen terme, mais l'enfant, lorsqu'on s'adresse à l'enfant, il faut essayer de programmer sur du long terme de manière à pouvoir bâtir les fondations qui seront essentielles pour sa vie future et ses performances futures une fois adulte, quoi. Mhm. Et quand tu parles d'enfant, là, tu fais référence à tout ce qui est avant la puberté ou aussi à 18 ans, enfin 17-18 ans, ce sera intéressant de viser long terme, ou là, ça devient un peu plus comme si on était adulte. Ouais, il faut bien sûr essayer de considérer au-delà de l'âge chronologique, hein, l'âge biologique de l'enfant et puis aussi son âge relatif, parce que l'âge relatif, quand je parle d'âge relatif, c'est la date de naissance sur l'année civile, entre ceux qui sont nés plutôt en début d'année et ceux qui sont nés en fin d'année. Et avant l'âge de 9-10 ans, un an d'écart, c'est considérable. Donc, il faut, quand on est amené à accompagner, à suivre ces jeunes sportifs, il faut considérer les trois âges et non pas uniquement l'âge chronologique. Et aujourd'hui, on a tendance à finalement à catégoriser les enfants dans des classes d'âge que l'on connaît tous, hein. Ça va de la catégorie poussin, Benjamin, minime, cadet, junior, etc. Mais il faut, au-delà de ça, essayer d'estimer l'âge biologique. Alors c'est quelque chose de compliqué, mais aujourd'hui il y a des outils qui sont bien connus pour essayer de situer l'enfant par rapport à son âge pubertaire. Euh, et puis on pourra en discuter. Et puis après il y a bien sûr cet âge relatif qui est facilement mesurable puisque c'est la date de naissance sur l'année civile. Donc il faut essayer de considérer ces trois âges-là quand on est amené à accompagner et suivre les jeunes. Et du coup, enfin déjà, à quel âge, toi, tu mettrais en place de la préparation physique? Et est-ce que le fait de mettre de la préparation physique jeune, est-ce que ça aura d'office des impacts positifs à l'âge adulte? Alors, je pense il faut pas parler de préparation physique chez le jeune. Et j'en suis le premier fautif parce que j'ai intitulé mon livre de 2018 Préparation physique du jeune sportif. Mais je pense qu'il faut plutôt parler de préparation motrice dans un premier temps. C'est-à-dire qu'il faut absolument développer les habiletés motrices qui concernent la coordination, que ce soit la coordination intermusculaire ou la coordination intramusculaire, l'équilibre, l'adresse ou l'agilité. Et lorsqu'on développe correctement ces habiletés motrices, ou lorsqu'on développe finalement différentes habiletés sportives allant de des capacités à sauter, à lancer, à frapper, à réceptionner, à manipuler, à courir, à glisser, à pédaler, etc., à grimper. Lorsqu'on développe toutes ces habiletés-là, en fait, après, on pourra facilement développer les qualités physiques que l'on connaît tous, hein, à savoir la vitesse, la force, c'est-à-dire la puissance, lorsqu'on multiplie l'un et l'autre, et puis l'endurance et la souplesse. Et ces qualités physiques, en fait, elles ne peuvent être développées que si en amont, on a bien développé ces habiletés motrices. Mais ça, c'est propre finalement à tout âge, hein. La motricité, c'est le cœur et le pilier finalement de ces qualités physiques. Mais si l'enfant a bien une particularité, c'est qu'il a un système nerveux central qui mature énormément au cours de ses premières années de vie. Et donc, il faut solliciter pleinement ce système nerveux central pour justement développer ces habiletés-là et donc être performant sur les qualités physiques pour la suite du parcours de l'enfant. Donc là, c'est intéressant de vraiment, avec l'enfant, varier
tout type de discipline ou de mouvement pour justement qu'il soit à l'aise avec tout et pas directement le spécialiser très vite. Complètement. Il faut éviter la spécialisation précoce ou l'hyperspécialisation précoce. Alors, on sait qu'il y a des disciplines où l'hyperspécialisation précoce est nécessaire pour performer relativement tôt. Là, c'est le cas de la gymnastique, c'est le cas de la natation, c'est le cas du patinage artistique, du trampoline, etc., où il faut vraiment un volume d'entraînement conséquent. Alors, il va de soi que ceux qui s'entraînent beaucoup très tôt, ils vont être performants plus tôt, hein, ça va de soi, mais ça peut être au détriment de leur évolution. Et je pense qu'il faut éviter cette hyper spécialisation précoce. Euh, et il faut essayer de trouver la transversalité entre les disciplines pour essayer voilà, de développer l'enfant de façon harmonieuse. Et cette transversalité, en fait, elle peut se retrouver dans différentes disciplines, hein. Lorsqu'on est amené à lancer au-dessus de l'épaule ou à frapper au-dessus de l'épaule, ben, c'est un mouvement que l'on peut retrouver ben, sur des activités comme le handball, comme le volleyball, comme le basket, en athlétisme. Bon, on a des lancers du javelot, par exemple, aussi, c'est un mouvement qui est retrouvé. Donc, en fait, il faut essayer de trouver de chercher cette transversalité pour diversifier et développer au mieux les qualités motrices et physiques des jeunes. Et justement, tu parlais de la natation, de la gym. C'est souvent des sports où on voit que des gens très jeunes, même en dessous de 14 ans, ils ont directement des charges hyper importantes. Je pense que ça pourrait même aller jusqu'à 20 heures d'entraînement par semaine. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une certaine limite à ne pas franchir avec les jeunes? Alors après, c'est toute la question voilà, du volume d'entraînement en fonction de l'âge. Bon, il y a des travaux qui montrent qu'il faut éviter que le volume d'entraînement hebdomadaire soit supérieur ben, à l'âge propre de l'enfant. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant il est âgé de 11 ans, ben, il faut éviter de dépasser pardon, les 11 heures, 12 heures d'entraînement semaine. Donc après, c'est une bon, ce sont des recommandations, mais bon, qui nécessitent encore d'être évaluées en termes de prévention des blessures et de finalement ouais, de gestion de la charge de travail chez le jeune. Mais en tout cas, il faut être vigilant par rapport, bien sûr, à cette charge de travail qui peut être conséquente très tôt, notamment sur un organisme qui est complètement encore immature et dont on sait que les systèmes sont pas encore totalement bien matures, quoi. D'autant plus que faire des études là-dessus, c'est peut-être pas hyper évident parce que on va peut-être pas faire des études où on va demander à des jeunes de faire 25 heures par semaine pour avoir des résultats en sachant que ça peut être dangereux pour eux, quoi. Donc ça, c'est aussi compliqué. Et, et maintenant, souvent, on dit que les jeunes, en termes d'échauffement, on n'a pas besoin de faire grand-chose parce qu'ils s'échauffent très vite, contrairement aux adultes où là, il faut vraiment prendre le temps de faire un bon échauffement. Déjà, est-ce que c'est vrai? Et comment ça se fait comment ça se fait qu'on n'aurait pas besoin de autant s'échauffer? Bah, je pense qu'il faut quand même garder l'échauffement, même si le jeune, en fait, il rentre très vite dans son activité. Voilà, on sait que, par exemple, sur le plan énergétique, la consommation d'oxygène chez l'enfant arrive beaucoup plus vite à l'état stable que l'adulte. Donc, en fait, voilà, la consommation d'oxygène, par exemple, qui va permettre finalement la resynthèse de l'énergie de l'ATP dont le muscle a besoin pour se contracter, ben, cette consommation d'oxygène, elle, euh, elle rentre beaucoup plus vite à l'état stable chez l'enfant. On est à peu près à une minute 30 chez l'enfant contre 4 minutes chez l'adulte. Donc, mais c'est pas une raison finalement d'accélérer l'échauffement chez le jeune. Je pense il faut l'éduquer à bien s'échauffer avec forcément des étapes qui sont incontournables. Et je pense qu'il faut éduquer tout simplement l'enfant à bien s'échauffer, à bien réaliser ces échauffements en fonction forcément de la performance qui est à réaliser. Si c'est une performance plutôt en endurance ou une performance plutôt intensive de courte durée, de type explosif, donc il y a des formes d'entraînement, d'échauffement, pardon, qui sont beaucoup plus adaptés que d'autres.
Mais je pense que cette éducation-là, il faut prendre le temps d'éduquer l'enfant à bien s'échauffer, comme prendre le temps à l'enfant de, voilà, de l'éduquer à bien s'alimenter, à bien dormir, à se laver les dents quand il est amené, voilà, le matin à se lever, etc. C'est toute une éducation. Il faut prendre le temps d'éduquer l'enfant pour la suite de son parcours, quoi. Ouais, Il ouais, y a non, des c'est vrai. règles. Ouais, C'est il y a vrai des que règles si, à apprendre. Ouais. ouais, c'est vrai que si tu lui fais faire un échauffement d'une minute, ben, parce qu'il en a peut-être moins besoin à ce moment-là, c'est vrai qu'après, ben, il va se dire, OK, une minute, ça suffit pour mon échauffement. C'est vrai que c'est des bases c'est important de poser les bases directement. Et il y a une chose qui m'a fort étonné dans ton livre, c'est quand tu dis que c'est pas grave de voir un enfant, par exemple, de 9 ans, de faire un semi en 1h20 ou voir un enfant de 11 ans faire un marathon en, c'était 2h30. Est-ce que, enfin, c'est dû à quoi ce fait que, ben, au final, ils atteignent des performances que certains adultes, même entraînés, ont du mal à atteindre? Bah, ça vient, en gros, c'est la question de l'inné et de l'acquis, en fait, hein. Je pense que, on a tous en nous un potentiel qu'il faut savoir exprimer. Alors, on a un potentiel qui, voilà, qui est peut-être plus amené à être performant dans telle ou telle discipline, hein. Alors, ça peut être, voilà, c'est pas forcément sportif, hein. Ça peut être une des activités sur un plan plutôt, je sais pas, la musique ou autre activité musicale ou autre chose. Mais sur un plan sportif, je pense on peut optimiser la performance très tôt chez le jeune, hein. Je pense qu'un jeune, il peut être amené à finalement être performant sur des efforts de longue distance, hein, en réduisant notamment son coût énergétique, en travaillant voilà, la technique, le geste sportif. Euh, Maintenant, il faut savoir privilégier certaines choses par rapport aux phases de développement de l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant, oui, dans le livre, je le mets, hein, on a des records du monde sur marathon qui existent, hein, par année d'âge, entre l'âge de 5 ans et 90 ans dans les deux sexes, hein, et puis il y a des records du monde non officiels, bien sûr, parce qu'il faut attendre les 18 ans d'après la FINA pour faire un marathon. Euh, on a des records du monde à 11 ans, par exemple. Paul Wesley en 2h47 à 11 ans, hein, sur marathon, c'est exceptionnel, hein. Mais il y a des. Alors, je dis pas qu'il faut, voilà, il faut faire du marathon chez le jeune, mais euh, en tout cas, si on prend par exemple le raid multisport en nature qui a été récupéré par délégation par la Fédération française de triathlon, ben, on a des minimes, par exemple, qui ont des championnats de France, hein, à 13-14 ans, qui ont des championnats de France et qui sont partis sur des distances enfin, des épreuves de plus de 5 heures, 5 heures et demie, hein. Donc ça leur pose aucun problème. Et la particularité de ce type d'épreuve, c'est ils enchaînent plusieurs disciplines. Ça va du VTT à la course d'orientation, au kayak, au roller, etc. Donc, ce sont des activités de nature enchaînée, variées. Mais en tout cas, ce type d'épreuve, de discipline, nous montre que l'enfant est capable de tenir des heures et des heures sans difficulté, si, bien sûr, il s'alimente bien, si, euh, mais en tout cas, le jeune, il peut être assez étonnant par rapport à ça. Et après, il y a des records. Enfin, quand on regarde, par exemple, aux Jeux Olympiques de Tokyo l'année dernière, en skate, hein, bah, c'est simple, hein, chez les filles, il y a sur le podium, les trois premières, ben, c'est 12, 14 ans et 19 ans. Voilà. Et donc, il y a des spécificités qui font chez l'enfant qui font ils peuvent être performants très, très tôt. Parce que en gymnastique, par exemple, bah, ils sont petits. Mais quand on est petit, hein, quand on prend le cas de Simone Biles, par exemple, 1m47, hein, la plus titrée en gymnastique de tous les temps, bah, bon, s'il y a bien un facteur qui a favorisé ou qui a conditionné voilà, ses performances exceptionnelles, mais c'est sa petite taille, parce que quand on est petit, ben, on peut tourner rapidement, les rotations sont efficaces, les accélérations, les décélérations. Donc, il y a des spécificités propres à l'enfant qui leur permettent d'être performant très tôt.
Et du coup, comment expliquer que, par exemple, en endurance, quand on est adulte, on est obligé, enfin, est-ce que déjà, quand on est enfant, on a plus d'endurance que quand on est adulte? Parce que quand on est adulte, avant de faire des temps comme ça, il faut quand même un gros entraînement derrière. Est-ce que l'enfant, il a le même entraînement ou est-ce qu'il a des prédispositions en aérobie qui sont peut-être meilleures que l'adulte? Alors en aérobie, l'enfant, en moyenne, il sera toujours moins performant que l'adulte parce que si on lui propose de courir à la même allure que l'adulte, il va de soi qu'il va s'épuiser normalement plus tôt parce qu'il a des longueurs segmentaires beaucoup plus courtes, hein, il a des jambes beaucoup plus courtes, donc il est obligé d'avoir une fréquence de pas plus élevée. Ensuite, il a une coordination qui est moins bonne. Il a aussi une moins bonne capacité à restituer l'énergie élastique qui est emmagasinée par le système musculo-tendineux à chaque cycle étirement-contraction. Donc, en fait, il a des qualités de rebond, de renvoi qui sont moins efficaces. Mais après, on peut très bien développer l'endurance chez l'enfant en réduisant son coût énergétique, en travaillant la qualité de ces gestes, hein. Donc, on peut vraiment agir sur cette motricité, réduire le coût énergétique et augmenter le rendement mécanique de la course ou de la marche, hein. Et c'est ça, à mon avis, qui fait la grosse différence à ce niveau-là chez le jeune. C'est vraiment le coût énergétique. Du coup, ce serait plus de l'entraîner en termes de qualité de course, économie de course, ou aussi de lui faire des charges plus importantes et de lui faire faire des sorties de, je sais pas moi, 20 kilomètres ou quoi avec des jeunes qui seraient en dessous de 16 ans ou 10 12 ans. Ouais, de toute façon, faut pas perdre de vue que c'est la motricité qui compte. C'est pour ça que je reviens un petit peu à mon discours. Il faut vraiment développer ses habiletés motrices de coordination, d'équilibre, d'adresse, etc. Parce que le rendement de la machine humaine, c'est seulement 20-25%. C'est-à-dire que l'énergie qui est produite par le corps, en fait, eh bien, il n'y en a qu'un quart qui va être réservé à des fins mécaniques, à des fins utiles pour se déplacer ou pour se mouvoir. Et après, les trois quarts se transforment en chaleur. Mais ça, c'est 25%, c'est chez l'adulte. Chez l'enfant, ben, le rendement, il est moins élevé, il est entre 15 et 20%, quoi. Donc, il faut vraiment, s'il y a bien un domaine dans lequel il faut vraiment travailler, c'est vraiment ces qualités motrices, cette coordination qui va conditionner forcément le rendement mécanique et le coût énergétique. Et ça, il faut absolument travailler ça chez le jeune pour qu'il soit amené à finalement à comment dire à se dépenser le moins possible à des vitesses de déplacement voilà, données. Donc, il faut jouer là-dessus, quoi. C'est, à mon avis, un des fondements de la préparation chez le jeune. Mhm. Et dans ton livre, tu fais un chapitre sur tout ce qui touche à l'anaérobie à lactique, donc les efforts courts et intenses. Tu dis que ça peut être, ça pourrait se faire chez les jeunes, mais qu'il faut pas non plus en abuser. Est-ce que tu peux un peu expliquer cette partie-là, quoi mettre en place si on en fait chez les jeunes et à quelle fréquence, quel volume pour pas tomber dans l'excès? Hmm. Ben après, oui, alors, pendant des années, on a cru que le système anaérobie lactique, hein, la glycolyse, était immature chez l'enfant avant sa puberté. Et donc, pendant des années, on a interdit les jeunes de pratiquer voilà, des efforts lactiques. Maintenant, aujourd'hui, on pense un peu le contraire, c'est-à-dire que les trois filières métaboliques énergétiques, elles existent, elles sont matures. Euh, Sauf que l'enfant, il va privilégier plus une filière qu'une autre. Et l'enfant, on sait qu'il va privilégier plus sa filière aérobie que ses filières anaérobies. Donc en fait, l'enfant, lui, naturellement, il est considéré comme étant plus aérobie qu'anaérobie, plus oxydatif que non oxydatif. Après, rien n'interdit de faire des efforts intensifs et de solliciter la glycolyse, hein. On pourra toujours activer la glycolyse ou la filière lactique. Et d'ailleurs, quand on fait des mesures au niveau sanguin, on voit par moment que chez l'enfant, on peut augmenter facilement sa lactatémie ou sa concentration de lactate dans le sang, qui est un marqueur du fonctionnement de la glycolyse. Alors, je dis pas qu'il faille faire du lactique très tôt, mais on peut en proposer chez l'enfant, même avant sa puberté, parce que l'enfant, il faut qu'il aussi qu'il sache ce qu'est un effort intensif, hein.
Et après, ce type d'effort, après, il pourra peut-être être augmenté en fonction des objectifs visés. Si plus tard, par exemple, l'enfant, il veut être performant sur du 400 ou du 800 hein, en athlétisme, ou bien sur du 100 mètres ou du 200 mètres en natation, ben, progressivement, il va falloir aller quand même sur du lactique pour préparer à ce type d'épreuve. Maintenant, les travaux scientifiques montrent que ceux qui ont une capacité anaérobie élevée, ce sont ceux qui sont capables de tenir beaucoup plus longtemps à VO2 max. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont un temps de maintien à VO2 max qui est beaucoup plus long. Et si on veut vraiment développer la puissance maximale aérobie au VO2 max, eh bien, par moment, il faut être à VO2 max. Donc, il faut passer du temps à VO2 max pour essayer vraiment de développer cette VO2 max. Donc, la capacité anaérobie aussi, c'est un facteur déterminant dans le développement de la puissance maximale aérobie de VO2 max. Donc, ça pourrait être intéressant de travailler sa VO2 en faisant sur plusieurs minutes à vitesse VO2, quoi, VO2 max. Oui, on peut y aller, on peut travailler un temps de maintien à VO2 max. Et d'ailleurs, quand on fait du 30-30 en athlétisme, hein, sur 5 minutes, hein, voilà, alors, le but c'est d'être à VMA et d'être à VO2 max. Hein, donc, quelque part, on va aussi mobiliser les filières anaérobies. Hein. C'est un travail qui est mixte, hein, c'est énergétiquement parlant. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur de l'aérobie et de l'anaérobie. Donc, il ne faut pas croire que voilà, quand on fait de l'aéro, on est purement en aérobie. Il y a aussi un apport mixte d'énergie qui est aussi d'origine anaérobie. Et on le voit très bien, notamment sur les études qui font l'intervalle training, où on a une contribution mixte d'énergie. Donc, on peut à la fois travailler l'aérobie et l'anaérobie chez le jeune hein, par de l'intervalle training. Ouais, donc l'intermittent, on pourrait le mettre vraiment chez allez, de 8 à 12 ans, ça pourrait être intéressant de faire de l'intermittent. Oui, d'autant que l'enfant, quand on regarde un enfant bouger, il a une activité plutôt intermittente, une activité spontanée intermittente. Donc il faut, je pense que c'est une modalité de pratique qui est intéressante chez le jeune parce que c'est une manière de bien le faire travailler sans qu'il se rende compte finalement de la difficulté de l'exercice. Parce que quand on mesure des perceptions d'effort chez les jeunes avant leur puberté, ben, sur l'intermittent, ils ont des perceptions d'effort qui sont beaucoup plus faibles que celles des adultes parce qu'ils sont capables de récupérer très vite entre les efforts et donc ça a un impact sur leur moindre perception à l'effort. Donc, ça pourrait être, la mise en place pourrait être la même que ce qu'on proposerait à l'adulte en termes de répétition et récupération. Évidemment, pas en termes de temps, parce qu'il ira sûrement moins vite que l'adulte, mais en termes de volume, ça pourrait être la même chose. Oui, on peut envisager un même volume d'entraînement sur l'intermittent chez l'enfant et chez l'adulte. Maintenant, je pense que quand on fait de l'intermittent, c'est-à-dire alors on peut faire du 30-30 comme du court-court, c'est-à-dire quand on fait du court-court, on est sur du 10-10, du 15-15, du 20-20. Et lorsqu'on est sur du court-court, ne serait-ce qu'en 10-10, hein, 10 secondes d'effort, 10 secondes de pause, répété 10 fois par exemple, et on fait X séries, 4-5 séries, on peut être sur des allures qui soient entre 100 et 130% de la VMA. On est vraiment sur des allures qui commencent à chatouiller, on va dire. Hein. Alors on n'est pas sur du sprint parce que quand on est sur du sprint, on est à 160, 170% de la VMA. Mais on est sur des allures entre 100 et 130% de la VMA, sur des allures rapides tout de même. Et ce sont des formes de travail qui vont permettre de développer la puissance aérobie, la puissance maximale aérobie. Mais il ne faut pas faire que ça. Aussi, il faut quand même développer la capacité aérobie, le réservoir de la filière aérobie. Il faut passer par de l'endurance fondamentale. Et que les enfants aujourd'hui aussi soient capables de faire de l'endurance, de faire de la capacité aérobie et qu'ils soient capables finalement de tenir 15, 20 minutes, 25 minutes. Et aujourd'hui, on sait que cette capacité-là, par rapport à nos jeunes d'il y a 10, 15 ans, cette capacité, elle a diminué. Donc, il faut à la fois travailler l'endurance fondamentale, la capacité ou le réservoir de la filière aérobie, et aussi aller sur des intensités ou des allures plus rapides pour travailler le débit énergétique d'origine aérobie, donc la puissance aérobie, donc VO2 max, PMA. Donc il faut jouer sur ces deux tableaux si on veut vraiment développer l'aptitude aérobie dans son ensemble chez le jeune. Et du coup, pour rebondir un peu là-dessus, faire des sprints intermittents ou faire du travail de saut, parce qu'on sait que dans les sports co, par exemple, ben, c'est beaucoup
de sprints très courts, d'efforts explosifs très courts, des sauts, comme je dis, des changements de direction et tout ça. Est-ce qu'on peut du coup travailler intéressant? Est-ce que c'est intéressant de travailler ça aussi avec des jeunes, des répétitions de sauts, des répétitions de sprint très courts de quelques secondes? Oui, alors on peut le faire. Maintenant, quel est l'objectif? Alors, c'est vrai que sur ce type d'exercice, les enfants prépubères, ils sont à l'aise parce qu'ils récupèrent très très vite et parce qu'ils ont un métabolisme aérobie oxydatif qui est performant et qui leur permet finalement de reformer, resynthétiser rapidement les réserves de phosphocréatine, qui est un substrat important dans la production de la puissance. Euh, on peut leur proposer ouais, ce type d'exercice. Mais il faut faire attention si on est sur des changements de direction rapides, par exemple, hein, parce que le genou, en fait, il est pas forcément toujours bien maintenu ou bien en place chez le jeune, pour X raisons. Hein. On peut avoir affaire à des valgus hein, dynamiques chez les jeunes, par exemple, par faiblesse au niveau des abducteurs de la hanche. Donc attention à ce que en quelque sorte, il y a une certaine stabilité articulaire au niveau du genou pour pas que ça vrille et qu'il y ait des blessures, notamment au niveau des ligaments croisés antérieurs ou des ligaments collatéraux médial, latéral. Mais faire attention à ces changements de direction rapides, il faut quand même adapter une préparation physique qui soit suffisante pour prévenir ce type de problème. Donc ça se travaillerait par un renforcement. Et donc, c'est intéressant d'analyser, peut-être aller de lui demander de faire ce type d'exercice une fois et de voir quel est le placement de son genou, voir s'il faut mettre un renforcement qui serait peut-être intéressant justement pour ce type d'exercice. Ouais, je crois il faut faire attention au placement, au positionnement des genoux. Il faut que, alors, le problème peut être lié, voilà, comme je viens de le dire, à une faiblesse des abducteurs de la hanche, c'est-à-dire petit et moyen fessier, ce qui crée une adduction de la hanche et donc un positionnement des genoux en valgus, hein, rentrés l'un sur l'autre, et forcément des appuis au sol des pieds qui sont placés plutôt en éversion, c'est-à-dire plante des pieds vers l'extérieur. Voilà, donc après, il peut y avoir des causes purement aussi anatomiques, hein, c'est-à-dire chez la fille, lorsqu'on a un élargissement du bassin à la puberté, ben, on peut avoir mécaniquement finalement des genoux qui se mettent en valgus. Il y a probablement aussi un effet des oestrogènes sur le niveau de laxité, au niveau des ligaments croisés ou collatéraux. Donc, il faut faire très attention à ça, de manière voilà, à ne pas blesser le jeune. Et donc, ça demande forcément une préparation physique qui soit adaptée pour que le genou soit assez stable, tout en étant mobile quand même. Ouais, faut être très très vigilant par rapport à cela, notamment voilà, sur des changements rapides de direction. Et au niveau du genou, on sait que il y a les deux tiers de croissance qui ont lieu au niveau du genou sur la totalité du membre inférieur. Donc, et on retrouve bien sûr les cartilages de croissance et de conjugaison qui sont au niveau des épiphyses, hein, des os longs, que ce soit au niveau du fémur, au niveau du tibia ou du péroné. Donc, faire très attention à ce qu'on ne touche pas les cartilages de croissance, sans quoi ben, ça altérait la croissance de l'enfant. Donc, il faut bien protéger ce genou et même, je dirais, même les articulations d'une manière générale, notamment les articulations totalement mobiles en contrôlant aussi le rapport de force entre les agonistes et les antagonistes. Mhm. Donc ça peut être entre les quadriceps et les ischio-jambiers, comme entre les abducteurs de la hanche et les adducteurs de la hanche, etc. Donc, et la croissance a un impact plutôt défavorable sur cet équilibre de force entre les muscles agonistes et antagonistes. Donc il faut faire du rééquilibrage musculaire, de la recompensation musculaire qui peut être enfin, récompenser des déséquilibres qui sont liés probablement à la croissance et aussi à l'activité physique si elle est trop stéréotypée. Ouais. Et justement, tu parlais de croissance et donc ça m'amène à un sujet que j'ai un peu abordé avec Didier. C'est justement la musculation chez les jeunes. Souvent, quand on parle de musculation, des poids et tout ça,
euh, aux jeunes, les parents, ils font des grands yeux, ils sont là, enfin, c'est d'office non, parce qu'ils pensent que c'est directement dangereux et tout ça, alors qu'on voit que ça a énormément de bienfaits si c'est bien encadré. Donc, c'est quoi un peu ton avis là-dessus sur la mise en place de la musculation chez les jeunes? Est-ce que on peut faire le même travail à 8 ans qu'à 12 ans? Est-ce qu'il faut plus se baser sur du gainage, sur certains mouvements types ou quoi, un petit peu le sujet? Enfin, je te mets ce sujet-là, ce gros sujet. Ah oui, oui, c'est un sujet qui fait débat dans la presse, dans les médias. Alors, tout de suite, je vais être très clair, hein, et tu l'as dit, lorsque les recommandations d'usage sont respectées, c'est-à-dire lorsque voilà, les éducateurs sportifs, les entraîneurs, les prépas physiques, voilà, qui sont des professionnels, qui connaissent les bases voilà, de la muscu, hein, lorsque tout est bien respecté, il n'y a aucune raison de blesser un jeune. Et je pense que la musculation, alors c'est vrai que c'est un terme qui peut faire peur, mais euh, on peut parler plus de préparation athlétique, préparation physique ou de renforcement musculaire. Ça fait moins peur voilà, auprès des parents, mais en tout cas, il faut l'instaurer très tôt chez les jeunes. Parce que, j'insiste bien, la croissance a un impact forcément défavorable sur l'équilibre de force entre les muscles agonistes, antagonistes, entre la partie latérale, contrôle-latérale. Donc, il y a souvent aussi des asymétries des deux côtés, hein, membre sup, membre sup à droite, membre supra à gauche. Même chose au niveau des membres inférieurs, entre la droite et la gauche. Même entre le haut du corps et le bas du corps, etc. Donc, il faut refaire un travail pour réduire ces asymétries et ces déséquilibres de force entre agonistes, antagonistes. Et le travail, au départ, il peut être fait avec des petits équipements chez les jeunes, hein, c'est-à-dire même à partir de 6-7 ans, on peut utiliser des petites haltères, des medicine balls, des Swiss balls, des élastiques. Utiliser le propre poids du corps aussi, en faisant des tractions, des pompes, du petit matériel. Et ensuite, au fur et à mesure, après, quand l'enfant grandit et il a adopté les bons gestes, voilà, il sait comment s'y prendre, après, aller progressivement vers des appareils de musculation, donc on retrouve dans les salles. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce que les équipements ne sont pas forcément toujours bien adaptés aux caractéristiques morphologiques des jeunes. Donc après, mais si on place les jeunes sur des appareils de musculation, après, bien sûr, il faut respecter la charge de travail, regarder si le mouvement est bien effectué et après, on travaille avec des faibles charges. C'est pas la peine de travailler avec des charges maximales. D'ailleurs, ça n'a pas beaucoup de sens chez les jeunes. On n'est pas là pour hypertrophier, puis on ne pourra pas hypertrophier un muscle parce que l'enfant, avant sa puberté, il n'a pas le matériel hormonal pour hypertrophier, hein. Donc, mais on peut développer la force chez les jeunes en agissant sur les facteurs nerveux. Et tout à l'heure, je parlais de coordination intramusculaire. C'est quoi la coordination intramusculaire? C'est la capacité à recruter, à mieux synchroniser les unités motrices, c'est-à-dire les fibres musculaires qui sont innervées par le système nerveux central. Donc, en fait, on peut développer ce recrutement, cette synchronisation des unités motrices. Et donc, ne serait-ce que par ces facteurs nerveux, on peut développer la coordination intramusculaire et développer la force. Et on peut s'y prendre avec des charges qui correspondent à 50, 60, 70% d'une répétition maximale estimée. On peut aisément voilà, agir sur cette composante nerveuse et développer la force. Voilà, en fait c'est la composante qui va être le plus à même d'être travaillée avant la puberté. Et puis après la puberté, voilà, il y a une production hormonale qui fait qu'on peut hypertrophier le muscle et donc agir sur la composante plutôt musculaire. Et du coup, pour savoir quand tu travailles à 60-70% d'un RM, tu fais des tests euh, sous maximaux et tu extrapoles les valeurs pour pas faire de tests maximaux. Exactement. On peut utiliser voilà, une correspondance, des tables de correspondance, hein. On fait un test sur 10 répétitions, quelle est la charge maximale que le jeune va pouvoir être capable de répéter 10 fois. Et après, avec des tables de correspondance, hein, où il y a des équations, d'ailleurs, je cite dans mon livre, hein, qui peuvent être utilisées, où on peut estimer l'ARM à partir de ce test de 10 répétitions. Ou après, il suffit de bien échauffer le jeune et après aller progressivement sur une RM
mais à condition voilà, de ne pas dégrader le geste et voilà, que le mouvement soit bien effectué. D'ailleurs, si on s'appuie sur les travaux d'Avery Feigenbaum, qui est un Américain qui a beaucoup publié là-dedans, il montre bien à travers ses publications qu'en respectant un protocole progressif en termes de charge et d'intensité, voilà, on peut évaluer une véritable RM, mais il faut y aller progressivement et de manière intelligente avec toujours en adoptant le bon geste technique. Et tantôt, tu parlais du déséquilibre qu'il peut y avoir à droite ou à gauche. Ça, tu le mesures en faisant des tests ou tu travailles, enfin, comment tu sais qu'il y a un peu moins, plus de faiblesse à gauche qu'à droite ou inversement? Alors après, il y a des ergomètres isocinétiques que nous on utilise. Ce sont des ergomètres qu'on retrouve en milieu hospitalier ou même maintenant dans des centres de remise en forme ou des centres vraiment d'évaluation de la performance. Hein. On les appelle nous des biodex ou des cybex. Hein. On les retrouve dans des services de médecine physique et de réadaptation. C'est ce qu'on utilise pour réhabiliter des athlètes après des ruptures ligamentaires, de ligaments croisés antérieurs par exemple. Et donc, à partir de ces ergomètres, ce sont des dynamomètres on peut évaluer la force en conditions isométriques ou isocinétiques, et bien on peut évaluer ces ratios de force sur différentes articulations et dire voilà s'il y a un déséquilibre ou pas. On peut faire ça sur un même membre, comme on peut faire ça sur un membre latéral contre latéral. Et après, sur le terrain, il y a des tests comme le Y balance test, hein, où on peut voir des asymétries entre les différents membres à droite, à gauche, que ce soit sur les membres supérieurs ou bien sur les membres inférieurs. Donc, il y a des tests aussi de terrain qui existent pour évaluer cela. Mhm. Et en termes de musculation, tu trouves que c'est intéressant de les mettre, enfin, de mettre des séances de muscu à quelle fréquence sur la semaine, par exemple? Ben, après, je pense il faut que ces séances de renforcement ou de réajustement, de recompensation musculaire, tout dépend en fait des conditions d'entraînement que le jeune peut avoir. S'il est dans une structure plutôt de haut niveau, un pôle, nous chez nous on a pôle espoir, pôle France, etc., où les jeunes peuvent s'entraîner tous les jours en fonction des conditions finalement. Sur des pôles maintenant, sur des pôles espoirs, il y a au moins 2 séances, voire 3 de renforcement par semaine. Ils sont espacés dans le temps et qui viennent complémenter finalement les séances propres à la discipline. Mais là, on est dans des pôles espoirs ou des pôles France. Maintenant, après, dans des structures qui sont moins structurées, où le jeune ne peut que s'entraîner 3 à 4 fois par semaine, ben, je dirais qu'une séance pourrait voilà, être proposée au-delà peut-être des 3 séances propres à la discipline. Mhm. Et du coup, quand on veut travailler, enfin, quand on voudrait travailler l'hypertrophie ou la force maximale, ça, c'est un travail que tu mettrais à partir de quel âge? Après la puberté ou même encore plus tard, plus vers 17, 18 ans? Ouais, je pense qu'il faut attendre de toute manière, l'hypertrophie. Donc, il faut attendre que le système hormonal soit bien mature pour que le muscle puisse prendre du volume et de la masse. Et on sait que la maturation du système hormonal, voilà, bon, c'est à partir de 14 15 ans, notamment chez le garçon. Donc, il faut attendre plus les 16 17 ans voilà, pour hypertrophier correctement un muscle, un groupe musculaire. Et ça se voit d'ailleurs même quand on regarde les jeunes, hein, c'est à partir de 17 ans, 18 ans que voilà, ils prennent véritablement de la masse, quoi. Donc, et d'ailleurs, quand on regarde les pics de vélocité de croissance de la masse, c'est à 15 ans et demi, 16 ans par avant chez le garçon, en moyenne. Du coup, ça voudrait dire que faire du travail de musculation avant, l'enfant va pas changer physiquement. Pas beaucoup, à moins que ça soit un cas à maturité précoce, c'est-à-dire que il est encore une fois un système hormonal qui mature beaucoup plus tôt par rapport à la normale, auquel cas voilà, il va être beaucoup plus musclé ou plus imposant qu'un autre. Maintenant, moi, je pense qu'il faut jouer surtout sur ces facteurs nerveux. Et pourquoi? Parce que le système nerveux central,
il mature énormément jusqu'à 14-15 ans, voire 20-25 ans. Les études montrent même jusqu'à 25 ans. Donc, il faut jouer sur ces facteurs nerveux, sur cette maturation nerveuse. Euh, il faut développer, encore une fois, la coordination intermusculaire et intramusculaire pour la suite du développement des qualités physiques. La Mhm. coordination, par exemple, c'est une habileté motrice incontournable pour la vitesse ou pour l'endurance. Donc, il faut absolument développer ça. Ouais, non, clairement. Et tu parlais tantôt un peu de laxité. Souvent, enfin, on voit que les enfants sont très souples de nature, contrairement aux adultes. Est-ce que du coup, ça a un intérêt de travailler de la souplesse, de faire des étirements, ou c'est moins important que pour un adulte? Alors, c'est important la souplesse parce que c'est une qualité physique qui est incontournable dans de nombreuses disciplines. Et chez l'enfant, je dirais que c'est très important pour peut-être éviter la survenue des pathologies de croissance. On a donc les ostéochondroses, notamment Osgood, Schlatter ou Sever. Donc Osgood au niveau du genou, hein, pour faire vite, donc au niveau de la tubérosité tibiale. Et la maladie de Sever, c'est plutôt au niveau du calcanéum, donc du talon. Ben, en fait, quand un enfant grandit vite, notamment de ses membres inférieurs, eh ben, le système musculo-tendineux, il se met en tension naturellement. C'est comme un arc, hein, lorsque le manche de l'arc eh ben, augmente, on augmente sa longueur, forcément la corde, elle va se mettre en tension. Et donc, ça veut dire qu'il y aura des zones de tension très très importantes au niveau des points d'attache des tendons sur les os. Sauf que l'os, c'est du cartilage, c'est du plâtre, c'est vite friable. Et lorsqu'on les tendons tirent de trop au niveau de ces points d'attache, ben, l'os, qu'est-ce qu'il fait? Il se fissure. Et donc, il faut éviter cette survenue de ces fameuses pathologies de croissance. Et pour ça, ben, il faut assouplir le système musculo-tendineux. Alors, le tendon, il est relativement compliant, il n'y a pas de souci, mais par contre, on peut agir sur le muscle voilà, pour essayer de le rendre beaucoup plus flexible. Et donc, c'est une éducation. Aussi, au départ, la souplesse, elle n'est pas très importante parce que l'enfant est naturellement souple, mais c'est encore éducatif. Il faut l'éduquer à bien se positionner, à bien se placer. C'est purement éducatif. Et puis après, quand l'enfant va commencer à grandir rapidement, ben, c'est là où il va mettre ça en place. Il faut vraiment garder cette souplesse de ces groupes musculaires pour éviter ces tensions trop importantes et donc éviter la survenue de ces ostéochondroses. C'est vrai que souvent, au final, les étirements, j'ai l'impression, je sais pas maintenant, mais moi, quand j'étais plus jeune, les étirements, c'est ce qu'on fait en club, 3-4 minutes à la fin, pour dire comme ça, on en fait, on sait pas pourquoi on en fait, on corrige à peine les positions, les postures, et c'est un peu le truc qu'on fait, mais voilà quoi. On sait pas pourquoi on le fait, mais on le fait 2-3 minutes, quoi. Alors que là, Et ça ouais, pourrait vraiment être intéressant de prendre une plus grande place. je crois qu'on n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez alors que c'est indispensable. Lorsqu'on a ne serait-ce un quadriceps qui se raccourcit, ben naturellement, ben dans le quadriceps, il y a les quatre chefs, hein, il y a les trois vastes et le droit fémoral. Et le droit fémoral, c'est un biarticulaire qui vient s'insérer sur l'épine iliaque antéro-inférieure. Et donc, lorsque le droit fémoral il se raccourcit, ben, le bassin il se met en antéversion, donc vers l'avant, vers le bas. Et naturellement, le dos, au niveau des lombaires, ben, on va avoir une hyperlordose lombaire. Donc, qui dit hyperlordose lombaire, ben, ça peut être source d'une lombalgie chronique derrière, Mhm. par compression ou cisaillement des disques intervertébraux. Et donc ça, et puis après, lorsqu'il y a des quadriceps qui se raccourcissent, eh ben, c'est les antagonistes qui se mettent en tension, et notamment les ischios jambiers. Et les ischios jambiers, c'est des muscles qui sont très très fragiles, très sensibles, même à la blessure. Donc il faut préserver cette souplesse de part et d'autre des articulations de manière à respecter les courbures naturelles du dos ou finalement la position naturelle du corps, quoi. Mhm. Et maintenant, ma dernière question, ce serait quels seraient tes conseils principaux euh, pour tous les entraîneurs, préparateurs physiques de jeunes sportifs? Les choses vraiment principales à retenir. Ben, moi, je pense il faut développer absolument, revenir sur la base, c'est-à-dire développer la motricité de l'enfant, développer ses habiletés motrices et même
cognitive, perceptivo-cognitive, parce que le système nerveux central qui mature énormément au cours des premières années de la vie jusqu'à 14-15 ans essentiellement, ben, il faut développer, le solliciter, ce système nerveux central, développer les fonctions motrices et cognitives. Euh, Ça passe par de la diversité, de la variété, une approche multisportive, multivariée. Et ensuite, on pourra aller progressivement sur le développement des qualités physiques. Pour moi, c'est essentiel si on veut vraiment que notre jeune, plus tard, il puisse être performant une fois adulte. Donc, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà, et il faut revenir sur des principes de base. Et si on respecte ça, à mon avis, on ne pourra former que des pépites plus tard pour le sport en une manière générale. Ok, mais top. Ben, merci pour ton temps, c'était hyper intéressant. Je trouve ce sujet hyper... mais déjà, il n'y a pas tellement, au final, en français, il n'y a pas tellement de livres ou quoi là-dessus. Donc, alors que je trouve que c'est primordial parce que je pense qu'énormément d'entraîneurs ou préparateurs physiques, mais même des entraîneurs de foot ou de n'importe quel autre sport, connaissent pas vraiment l'enfant et on peut pas mettre tout ce qu'on fait sur l'adulte à l'enfant. Donc je trouve que enfin, c'est pour ça que je voulais vraiment t'avoir pour avoir quelqu'un d'expert dans ce domaine-là pour vraiment partager toutes les connaissances là-dessus et j'espère que ça pourra servir. En tout cas, moi, ça me sert, donc Oui, j'espère que ça mais pourra servir aux gens. on dit l'enfant n'est pas un adulte en miniature ou l'enfant est un petit homme de l'homme, mais pas un petit homme. Ça a tout son sens en fait. Et il faut absolument ne pas considérer l'enfant comme un petit adulte, sinon on fait fausse route. Voilà. Et surtout, ne pas bâtir sur du court terme, mais bâtir sur du long terme. On essaie de voir voilà, sur du long terme. Et je crois que si on a ça en tête, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas bien former nos jeunes correctement. Ouais, et puis surtout, un peu montrer que les mythes qu'on a toujours entendus, que ce soit la musculation ou le lactique, peut-être qu'on a moins entendu, mais surtout la musculation, Mm. au final, c'est pas fondé, quoi. Donc, ça, c'est bien de le dire aussi, même si je pense que ça prendra du temps à ce que les mentalités changent, même si on le dit, si toi ou d'autres experts dans le domaine le disent, quoi. Ouais, et puis dans la préparation, on a parlé de préparation motrice, préparation physique, mais aussi il y a toute la préparation et le développement des capacités perceptivo-cognitives, c'est-à-dire un jeune, encore une fois, lorsqu'on le met dans je sais pas, sur un terrain de foot, eh ben, il faut qu'il soit capable aussi de traiter beaucoup d'informations en peu de temps, c'est-à-dire la vitesse de la balle, l'effet de la balle, le positionnement des adversaires, des coéquipiers. Tout ça, c'est aussi des capacités qui sont indéniables et il faut absolument travailler ça très tôt parce que l'enfant a une plasticité cérébrale qui est énorme. Ce sont des millions de milliards de connexions synaptiques là-dedans. Et donc, euh, il faut absolument, encore une fois, le solliciter au niveau cérébral de manière à ce qu'il puisse développer ces fameuses capacités pour être hyper performant plus tard. Le cas d'Mbappé, par exemple, il avait très jeune une vision du jeu exceptionnelle, quoi, mais parce que peut-être il avait une intelligence de jeu très supérieure aux autres, mais peut-être que, alors c'est peut-être de l'inné, mais aussi de la peut-être travailler, ça aussi, au-delà forcément de ses qualités de pointe de vitesse, etc. Mais ça fait partie du jeu, ça. Et il n'y a pas, on parle beaucoup de préparation physique et motrice, mais il y a aussi autre chose. Il y a le cerveau, c'est la commande et il faut la travailler. Il faut travailler cette commande-là chez le jeune. C'est incontournable. Ouais, non, bah, c'est bien de le dire aussi et de le rappeler, mais de surtout le dire. Donc, Ah ouais, je crois qu'il faut avoir une approche très holistique des choses. C'est-à-dire que l'enfant, il répond pas que physiologiquement. Encore une fois, je reprends les facteurs de la performance, facteurs psychologiques, physiologiques, biomécaniques, anthropométriques. Et donc, si on arrive à avoir une approche globale, holistique des choses, on ne pourra que former correctement nos jeunes. C'est évident. C'est évident. Et donc, il ne faut pas voir que par un facteur uniquement, sinon on se plante. ouais, non, donc clairement d'accord avec ça.